Salut à tous et content de vous retrouver aujourd'hui sur Mastering AI pour la suite de la réalisation de notre projet de détection d'anomalies dans les logs en utilisant le machine learning. Alors jusqu'ici, nous vous avons introduit à notre projet où nous vous avons présenté les objectifs et la motivation principale qui serait de réaliser un cas d'application concret du machine learning pour résoudre un problème très commun qui est la détection d'anomalies dans les logs qui surviennent dans un data center. Alors, nous vous avons également montré comment vous pouvez mettre en place votre environnement de travail, d'écrire un script qui vous permettra de générer un dataset que vous allez utiliser plus tard pour entraîner vos modèles et même d'effectuer un ensemble d'opérations de pré-traitement de vos données avant de les passer à l'entraînement même. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter les modèles de machine learning que nous allons expérimenter pour la résolution de notre problème de détection d'anomalies, savoir l'isolation forest et le support vector machine. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de ces modèles et dans leur implémentation, nous allons premièrement vous présenter ce que c'est que le machine learning, les types d'apprentissage qu'on rencontre en machine learning, les algorithmes par type d'apprentissage et même des exemples concrets d'application. Le but étant de vous donner une vue d'ensemble la plus simpliste possible du machine learning avant de passer à l'expérimentation même de nos modèles. Alors à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée très claire de ce que c'est que le machine learning et vous serez même capable de comprendre et d'expliquer le principe de l'isolation forest et du support vector machine pour la détection d'anomalies. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo à la fin, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous souhaitez apprendre de manière pratique le machine learning et à suivre l'actualité technologique de l'intelligence artificielle en général. Alors sans plus tarder, voyons ce que c'est que le machine learning. Alors, nous allons structurer notre présentation de la manière suivante. Premièrement, nous allons vous introduire au machine learning pour vous présenter ce que c'est, les différents types d'apprentissage qu'on y rencontre, quelques exemples de modèles avec quelques cas d'application, ainsi que les technologies que vous pouvez utiliser pour expérimenter les différents modèles. Par la suite, nous allons présenter les deux algorithmes que nous allons expérimenter pour pouvoir adresser notre problème de détection d'anomalies dans les logs. Le but sera de vous présenter le principe de fonctionnement de ces deux algorithmes et comment ils nous permettent de résoudre notre problème. Alors, c'est quoi le machine learning? Déjà, parlant de l'intelligence artificielle, nous savons qu'il s'agit d'une discipline qui vise à doter les ordinateurs des mêmes capacités cognitives qu'un être humain. C'est-à-dire que l'ordinateur devrait être capable de réfléchir, de raisonner et même d'apprendre comme un être humain. S'agissant justement de l'apprentissage, un moyen par lequel les ordinateurs pourraient apprendre serait à partir des données. C'est justement ce que fait le machine learning, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de pouvoir apprendre à partir des données sans que vous ayez eu besoin d'écrire explicitement un programme. Ainsi donc, rendre les machines capables d'apprendre à partir des données sans qu'il n'y ait une programmation explicite sont les expressions que vous devez avoir en tête pour pouvoir mieux vous représenter ce que c'est que le machine learning. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement le fait que vous n'ayez pas besoin de programmation explicite? Cela ne signifie pas que vous aurez absolument à écrire 0 ligne de code pour pouvoir implémenter un modèle de machine learning. Même si avec l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, cela est presque déjà possible. Ceci signifie tout simplement qu'à contrario de la programmation traditionnelle où nous avions besoin d'écrire explicitement un programme à l'ordinateur pour pouvoir lui apprendre des règles de calcul qui permettent de relier un ensemble de données en entrée avec des données en sortie. En machine learning, nous aurons tout simplement besoin de fournir à la machine l'ensemble de données en entrée avec leur sortie correspondante afin que la machine puisse elle-même être capable d'apprendre le programme ou les règles de calcul qui lient les données en entrée d'avec les données en sortie. Donc ceci signifie tout simplement qu'avec le machine learning, vous en tant que programmeur n'auriez plus à vous casser la tête pour pouvoir écrire des programmes complexes, surtout dans les cas où les relations entre les données que vous manipulez sont très complexes, et la machine pourra elle-même apprendre ces relations complexes qui existent entre vos données. Le programme ici est ce que nous appelons communément un modèle, qui est tout simplement l'algorithme appris par la machine qui permet de définir la relation qui existe entre les données en entrée et les données en sortie. Alors, on peut se poser la question de savoir comment la machine apprend-elle la relation entre les données en entrée et les données en sortie que vous lui fournissez. Donc, une tentative de réponse à cette question serait déjà de présenter les différents types d'apprentissage qu'on rencontre en machine learning. Nous vous avons présenté là 4 principaux types d'apprentissage en machine learning avec les différents modèles qu'on rencontre par type d'apprentissage ainsi que quelques applications. Naturellement, il existe une pléthore d'applications
Mais là, nous avons juste cité quelques-uns à la volée. Donc, dans l'apprentissage supervisé, les données qui sont fournies à l'ordinateur sont labellisées. C'est-à-dire que chaque donnée en entrée a son label correspondant et le but serait de faire apprendre à la machine la relation qui existe entre la donnée en entrée et les données en sortie. Dans l'apprentissage supervisé, on peut classifier les différents modèles en deux grandes catégories parmi lesquelles les modèles de régression et les modèles de classification. Naturellement, les modèles de régression visent à établir une relation mathématique concrète entre les données en entrée et les données en sortie, tandis que les modèles de classification vont plutôt essayer de scinder les données en entrée et d'attribuer des labels pour chaque groupe obtenu. Donc, des exemples des modèles d'apprentissage supervisé sont cités là. Nous avons la régression linéaire par exemple, l'algorithme des plus proches voisins ou Nearest Neighbor, les arbres de décision qui peuvent être utilisés tant pour la régression comme pour la classification. Donc, en termes d'application de l'apprentissage supervisé, nous avons naturellement une application que nous utilisons au quotidien qui est la prévision de météo ou par exemple la prévision de l'irradiance, de la température et tout peuvent être effectués en utilisant des modèles de machine learning se basant sur l'historique des données. Et là, il s'agit encore d'un type de modèle plus spécifique qui sont les séries temporelles. Nous avons également la détection des spams dans vos emails. Vous pouvez utiliser des arbres de décision pour pouvoir classifier par exemple vos mails en spam ou non spam ou même tout simplement une régression logistique qui est tout simplement un autre style de modèle de régression que nous n'avons pas mentionné là. Une autre application serait le tri de déchets où vous pouvez toujours utiliser un modèle de classification pour pouvoir répartir les différents types de déchets, déchets plastiques ou déchets organiques, ainsi de suite. Concernant l'apprentissage non supervisé, les données fournies à la machine ne sont pas labellisées, c'est-à-dire que vous n'avez pas de output associé à chaque input. Dans ce cas, la machine va juste essayer de découvrir des patterns potentiels qui existeraient dans les données en utilisant par exemple du clustering qui consiste à regrouper les données qui possèdent les mêmes propriétés ou qui présentent les mêmes patterns. Les applications pour ce type d'apprentissage peuvent être la segmentation client en marketing. Par exemple, lorsque vous voulez proposer des offres en fonction des différents segments de clients, vous pouvez vous servir du machine learning pour ça. Vous avez encore la détection d'anomalies qui est le cas d'application de notre projet actuel où vous pouvez utiliser l'isolation forest afin de pouvoir détecter des appels d'API suspicieux qui arrivent auprès d'un data center. Vous pouvez également utiliser des modèles d'apprentissage non supervisés pour réaliser des études démographiques pour pouvoir par exemple déceler des caractéristiques des propriétés en fonction de la population ou des différents types de population. Un autre type d'apprentissage en machine learning est l'apprentissage par renforcement qui est typiquement utilisé lorsqu'on manipule des agents. Si vous voulez apprendre un peu plus sur les agents, je vous invite à consulter le lien du short qui est en description. Alors, le principe de l'apprentissage par renforcement est de pouvoir placer notre agent dans un certain environnement avec lequel il est censé interagir et de pouvoir le rendre capable d'apprendre au fur et à mesure de son interaction avec l'environnement afin de pouvoir adapter cette interaction même. Donc, vous avez des algorithmes comme le Q-Learning ou le Policy Gradient qui permettent de réaliser des applications comme en robotique où vous avez du pilotage automatique, que ce soit de véhicules ou d'avions, ou même dans de nombreux jeux vidéo aujourd'hui comme par exemple les échecs, où vous pouvez voir que l'ordinateur est capable d'ajuster sa stratégie en fonction de la situation du jeu. Le dernier type d'apprentissage que nous verrons est l'apprentissage profond, communément appelé Deep Learning, qui diffère des autres types d'apprentissage de par les types de données qu'il manipule. En effet, les autres types d'apprentissage ne manipulent principalement que des données numériques tabulaires, tandis que les modèles d'apprentissage profond peuvent manipuler divers types de données tels que du texte, des images, des audios et même des vidéos. La quasi-totalité des modèles d'apprentissage profond sont basés sur des réseaux de neurones et présentent différents types d'architecture. Nous avons par exemple des réseaux de neurones profonds, Deep Neural Network, des réseaux de neurones convolutionnels qui permettent en l'occurrence de manipuler des images, des LSTM ou Long Short Term Memory. Nous avons également des RNN que nous n'avons pas cités là, des Transformers et beaucoup d'autres types de modèles de Deep Learning. Les applications des modèles de Deep Learning sont tellement nombreuses. Entre autres, nous n'avons cité que le traitement du langage naturel ou le NLP qui lui-même regorge plusieurs types d'applications comme la traduction de texte, la génération de texte. Nous avons également la reconnaissance d'images et même des applications de gestion des audios ou de transformation des audios en texte
et beaucoup d'autres applications que nous n'avons pas citées là. Alors, quelles sont les technologies que vous pouvez utiliser pour pouvoir expérimenter ces différents modèles de machine learning? Nous avons organisé les différentes technologies en langage et en bibliothèque. Concernant les langages, vous avez Python qu'on ne vous présente plus, qui est d'ailleurs celui que nous avons utilisé tout au long de cette série. Mais nous avons également le langage R qui est très utilisé par les mathématiciens et qui regorge également beaucoup de librairies qui permettent d'implémenter les modèles de machine learning. Parmi les bibliothèques, nous avons naturellement NumPy et Pandas que nous avons eu à expérimenter durant les vidéos précédentes. Concernant donc les librairies qui implémentent les modèles même de machine learning, nous avons la très célèbre librairie Scikit-learn qui regorge tous les modèles de machine learning pour chaque différent type d'apprentissage que nous avons vu précédemment, supervisé, non supervisé, apprentissage par renforcement, ainsi que les différents modèles de régression, de classification et tant d'autres. Cette librairie Scikit-learn est véritablement la librairie que vous devez utiliser et connaître si vous voulez expérimenter les modèles de machine learning. Nous avons ensuite les librairies un peu plus dédiées à l'apprentissage profond, le deep learning, qui vous permet justement d'expérimenter des réseaux de neurones avec des architectures bien complexes. Nous avons notamment TensorFlow, Keras, PyTorch. Nous avons également des librairies qui vous permettent de manipuler un style bien spécifique de données que sont les séries temporelles. La librairie Dart vous permet ainsi de pouvoir facilement manipuler les séries temporelles ainsi que les différents modèles de machine learning applicables sur ce type de données. Alors jusqu'ici, vous avez vu ce que c'est que le machine learning avec les différents types d'apprentissage qu'on y rencontre et quelques modèles et applications associés. Vous avez également vu les technologies que vous pouvez utiliser pour pouvoir expérimenter ces différents modèles de machine learning. Maintenant, nous allons vous présenter deux modèles que nous allons expérimenter dans le cadre de notre projet de détection d'anomalies dans les logs. Il s'agit notamment de l'Isolation Forest et du Support Vector Machine. Alors, concernant l'Isolation Forest, il s'agit tout simplement d'un modèle d'apprentissage non supervisé à base d'arbres de décision. Tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvions utiliser les arbres de décision tant pour des problèmes de régression que pour des problèmes de classification. De même, nous pouvons également les utiliser tant pour faire de l'apprentissage supervisé comme de l'apprentissage non supervisé. Alors, le principe de l'Isolation Forest est de pouvoir isoler des observations dans votre dataset. Pour ce faire, elle va construire plusieurs arbres de binaires en divisant de manière aléatoire les données. Ceci afin de pouvoir identifier de manière claire les anomalies et de potentiels points aberrants. Donc, il est naturel que si la séparation résulte dans des groupements où nous ne retrouvons qu'un seul point, ces points seront potentiellement des points aberrants, surtout si ces groupements sont constitués dès les premières divisions. Ainsi, comme son nom l'indique, il s'agit de pouvoir construire une forêt d'arbres d'isolation permettant d'isoler les points chacun à sa manière. Alors, comment ça fonctionne concrètement cet algorithme? On peut regrouper son fonctionnement en 6 phases principales. Premièrement, pour construire notre premier arbre, nous allons sélectionner de manière aléatoire une variable ou une feature à partir de laquelle on va partitionner notre arbre en 2 sous-ensembles bien distincts. Ensuite, on va répéter les 2 premières étapes jusqu'à l'obtention d'un point isolé. Ces 3 premières étapes constituent ainsi la création d'un arbre de notre forêt. Le but par la suite sera de répéter de manière récursive la création de manière aléatoire de plusieurs arbres d'isolation. Afin de pouvoir donc identifier les anomalies, on va définir pour chacun des arbres que nous avons construits ce qu'on appelle un score d'anomalie. Ce score sera tout simplement calculé pour chacune des feuilles de chaque arbre que nous avons construit par rapport à la distance à la racine de l'arbre. C'est-à-dire, le score d'anomalie d'une feuille sera dépendant de sa distance à la racine de l'arbre. Naturellement, plus une feuille de l'arbre est proche de la racine, plus il y a des chances qu'il s'agit d'un point aberrant ou d'un point anormal. Ce qui est normal parce que cela signifierait que dès les premières divisions de l'arbre, on a tout de suite eu une isolation de ce point. Ayant donc calculé les scores d'anomalie pour toutes les feuilles de tous les arbres que nous avons définis, nous allons donc à la fin agréger les différents scores par la moyenne afin de pouvoir décider à la fin quel point sera considéré comme anormal ou non. Donc, comme vous pouvez voir sur cette figure qui illustre le fonctionnement de cet algorithme, vous pouvez voir par exemple pour notre premier arbre que dès la première séparation,
on a tout de suite eu ce point qui s'est isolé. Celui-ci est naturellement considéré comme un outlier ou comme un point anormal. Et naturellement, plus on descend dans l'arbre, moins il y a des chances que les feuilles obtenues soient des points aberrants. Et naturellement, nous construisions plusieurs arbres d'isolation de manière aléatoire par la suite. Et à la fin du process, nous allons agréger les différents scores d'anomalie obtenus. Vous pouvez voir qu'il y a cette heatmap des scores qui permet de connaître les scores exacts de chacune des feuilles de tous les arbres. Naturellement, les points en rouge sont des points aberrants ou des points anormaux. Et les points verts sont des points qui seront considérés comme normaux. Et plus on descend, plus vous pouvez voir que les scores diminuent. Donc, vous convenez avec moi qu'il s'agit d'un modèle très efficace et pertinent pour la détection d'anomalies et qui présente d'ailleurs de nombreux avantages, parmi lesquels sa performance sur les jeux de données volumineux ainsi que le fait qu'il fonctionne bien avec des données à haute dimension, ce qui est d'ailleurs une caractéristique générale des modèles à structure arborescente. Naturellement, ce modèle est également très rapide et efficace en calcul. Alors, nous allons maintenant voir les machines à support de vecteurs ou support vector machine en anglais. Il s'agit d'un modèle de machine learning qui peut être utilisé tant en apprentissage supervisé comme non supervisé. Son principe est de pouvoir rechercher ce qu'on appelle un hyperplan le plus optimal possible pour pouvoir séparer deux groupes de données dans votre dataset. Dans cet exemple visuel en 2 dimensions, il s'agirait de pouvoir trouver la meilleure droite possible pour pouvoir séparer ces deux groupes de données. Naturellement, la droite doit être choisie de manière à être la plus loin possible des données des deux différentes classes, afin de ne pas pouvoir avoir des confusions s'il faudra classifier des futurs points. C'est-à-dire, par exemple, si on avait choisi plutôt cette droite comme étant la droite de séparation des deux classes, vous conviendrez avec moi que si nous avons un nouveau point qui est positionné juste à côté de cette droite, vous le classifierez comme étant bleu, bien qu'il soit plus proche des points rouges. C'est la raison pour laquelle la droite de séparation choisie doit être la plus éloignée possible des deux classes. Alors, il peut exister des cas où la séparation entre les deux groupes de données ne pourra pas se faire qu'à travers une simple droite. Dans ce cas, vous devrez utiliser ce qu'on appelle un noyau qui permet de pouvoir séparer les points de manière non linéaire, de façon à toujours pouvoir garder la marge de séparation entre les deux classes suffisamment grande. Donc, lorsque l'algorithme SVM est utilisé pour pouvoir séparer les données en deux classes, comme c'est le cas sur cette figure, on dit de cet algorithme qu'il est en mode one class. Donc, pour la détection d'anomalies, par exemple, il s'agira de pouvoir trouver un hyperplan qui va séparer les données normales d'avec les données anormales. Mais cet algorithme présente plutôt des inconvénients relativement importants dans le contexte de la détection d'anomalies, dans le sens où si dans notre jeu de données, on a très peu de points anormaux et qui ne sont pas suffisamment éloignés de l'ensemble des points, l'algorithme de SVM sera donc très sensible à ce déséquilibre de classe. Lorsque je parle de classe, je fais naturellement référence aux points normaux et aux points anormaux. Donc, si on a une faible proportion de points anormaux dans notre jeu de données, notre algorithme SVM pourra ne pas trouver la bonne région de séparation entre les deux classes. De plus, lorsque le volume de données augmente de manière considérable, l'algorithme de SVM perd un peu en performance. Donc, lorsque nous allons implémenter de manière concrète dans la vidéo prochaine les deux modèles que nous avons présentés, savoir l'Isolation Forest et le SVM, nous aurons la possibilité de comparer de manière concrète les résultats de ces deux modèles. Et naturellement, vous verrez qu'il y a de fortes chances que le modèle d'Isolation Forest présente des performances relativement meilleures par rapport au SVM pour ce problème de détection d'anomalies. Donc, la prochaine étape dans notre projet sera d'implémenter effectivement ces deux modèles de machine learning que nous venons de vous présenter et de faire des comparaisons en utilisant des métriques bien spécifiques que nous allons aborder ensemble dans la vidéo suivante. Alors, vous avez maintenant une bonne vision globale de ce que c'est que le machine learning, des différents types d'apprentissage qui existent, les modèles, les technologies que vous pouvez utiliser pour expérimenter ces modèles, ainsi que quelques applications qui existent, en l'occurrence la détection d'anomalies. Parlant justement de la détection d'anomalies, nous vous avons présenté deux algorithmes de machine learning que nous allons expérimenter dans la suite, savoir l'Isolation Forest,
qui est tout simplement un algorithme de machine learning à base d'arbres de décision qui permet d'isoler des points anormaux dans votre jeu de données, ainsi que le Support Vector Machine qui permet d'effectuer une séparation de vos données à partir des hyperplans qui peuvent être linéaires ou non. Par la suite, nous allons utiliser Scikit-learn pour pouvoir expérimenter ces deux modèles, les comparer afin de pouvoir décider quel est le meilleur modèle pour notre contexte de détection d'anomalies. Alors, abonnez-vous et lâchez un max de likes si vous avez apprécié ce contenu sur la présentation des modèles de machine learning pour la détection d'anomalies et restez connectés sur Mastering AI pour la suite où nous allons expérimenter ces deux modèles.